Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre. Guerre russo-ukrainienne, l'Occident préoccupé, l'Afrique ne l'est pas moins. Outre les prises de position officielles de ces institutions sous-régionales, Union africaine, CEDEAO, nombre d'États africains pris individuellement n'ont pas manqué de réaction. Cette guerre est-elle celle de l'Afrique? Le continent africain doit-il s'inviter dans la danse comme jadis? Quelle approche subséquente s'impose? Des éléments d'appréciation à travers des éléments d'analyse de deux têtes pensantes, pour ainsi dire. Tellement de débat, l'Afrique face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Analyse et implication. Nos invités, Dr. Jules Justinien Ompati, analyste, il est enseignant, chercheur en droit constitutionnel et international. Dr. Jules Justinien Ompati, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, quelqu'un qui n'est non plus à présenter, oui, M. Mel Guérin, consultant en communication et gestion des crises. Il a accepté donc être des nôtres. Monsieur Emel Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ito. Merci pour la disponibilité. Les choses vont très vite. Où est l'Afrique dans tout cela? Ils sont nombreux à s'interroger. Depuis peu, l'Afrique a clairement signifié sa position, du moins à travers la réaction de nombre de ces institutions. L'Union africaine, la CEDEAO, je reste d'abord avec vous avant de parler de ces États pris individuellement. Alors, vous avez observé la posture de l'Union africaine et puis celle de la CEDEAO. Oui, il faut dire que ce conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ne devrait pas laisser ne devrait laisser aucune partie du monde sans réaction, sans intervention. Il faut dire, en l'état là, qu'il s'agit de la violation du droit international, comme beaucoup l'ont dit. Mais il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur parce que le droit est sécrété par des faits et les faits permettent d'apprécier le droit et de reconstruire le droit et si possible même d'améliorer les rapports de force. Dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, nous connaissons un peu la position de l'Europe, que ce soit l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Nous connaissons un peu la position de l'Amérique, plus précisément des États-Unis. Quelle est la position de l'Afrique? Est-ce que cette expression qu'on lui a fabriquée, État de tiers-monde, est-ce que l'Afrique est ce tiers du monde par rapport au conflit armé russe-Ukraine? Quelle est la position des organisations internationales africaines, et plus précisément l'Union africaine et la CEDEAO? Nous avons constaté, on a appris à travers l'actualité, que l'Union européenne et la CEDEAO, de manière claire, sont dans la posture du respect. Pardon, l'Union africaine et la CEDEAO, de manière claire, sont dans la posture du respect du droit international, c'est-à-dire quoi? Parmi les principes, il faut rappeler, parmi les principes du droit international figure la souveraineté qui génère d'autres principes tels que la non-intervention, la non-agression, la coexistence pacifique, le règlement diplomatique des conflits. Alors, quand on se rappelle un peu les faits par rapport au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'en l'état, l'Ukraine estime que tout en étant indépendante, la Russie est venue l'agresser. Et la Russie estime que, pour des raisons sécuritaires, avec des bases culturelles et en se référant au passé politique entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine ne devrait pas se laisser faire ce jeu entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors, donc, en l'état, l'Union africaine et la CEDEAO ne doivent pas s'isoler du concert des organisations internationales, du concert des acteurs du droit international. Ils doivent pouvoir montrer de manière claire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils doivent pouvoir exiger que la Russie puisse arrêter les bombardements et que cette crise-là, ce conflit armé s'estompe. Puisque lorsque vous prenez la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphe 4, je crois, c'est clair. Quand vous lisez le préambule, la guerre est interdite, elle n'est exploitée qu'en exception de la règle.
Bon, maintenant, quand on voit un peu l'Union africaine par le passé et la CEDEAO au regard de la condamnation de certains actes, de certains comportements dans certains États, par exemple au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, quand on fait une lecture croisée, on a l'impression que l'Union africaine et la CEDEAO ont quand même un cordon ombilical assez tenu, assez important avec l'Union européenne. Et dans mes réflexions, j'ai constaté, mes recherches également, j'ai constaté que l'Union africaine, j'ai beaucoup parlé de l'Union européenne par rapport à la crise ukrainienne. Alors, j'ai constaté que l'Union africaine a été moulue dans la perspective de l'Union européenne. On sent que l'Union africaine est à l'école de l'Union européenne. Donc, vous voulez dire que c'est une décision influencée. Je dis à première vue que l'Union africaine a raison de prendre position et conformément au droit international. Okay. Mais je me dis l'Union africaine et la CEDEAO ne peuvent pas faire autrement parce qu'elle ne doit pas s'isoler. Et puis il faut dire sur le plan politique, je crois quand même que l'Union africaine avec l'Union européenne entretiennent quand même des rapports qui augurent quand même d'une position du genre. Il en est également de la CEDEAO. On a l'impression que lorsque la France ou l'Union européenne éternue, que l'Union africaine, la CEDEAO éternue également, c'est l'impression que l'on a. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ces organisations-là reprennent toute leur indépendance et qu'elles se positionnent conséquemment. OK. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on aura observé, c'est que aussi bien l'Union africaine que la CEDEAO appellent au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Une posture qui ressemble fort, heureusement, à celle de l'Union européenne. Une posture influencée ou délibérée? Mais je crois que l'Union africaine ou la CEDEAO a quand même nuancé dans leur communiqué, que je trouve très laconique d'ailleurs, pour dire qu'il faut aller aux négociations. Donc à la diplomatie. L'Union européenne appelle aussi aux négociations. Non, l'Union européenne n'a plus appelé aux négociations. Vous avez dit n'a plus. Elle est va en guerre. Elle avait fait à César ce qu'il a. Elle avait fait au début. Elle n'avait pas fait. Oui, les premiers jours, appelé à ce que les deux États se suivent. Je vais vous expliquer. La crise, vous savez, toute guerre a des causes proches et lointaines. On va parler des causes proches. Je propose. Diplomatie. Mais Monsieur Melguerin, on aimerait vraiment que cette Afrique ne se fourvoie pas. Il paraît qu'hier, l'Afrique s'est fourvoyée. C'est le pourquoi de cette émission. Donc, on va y aller pour ne pas être surpris par le temps. Mais cette posture, est-ce qu'elle est vraiment bien pensée? Celle de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et une décision délibérée, purement africaine, vous trouvez? Vous savez, mon cher ami doyen l'a dit, qu'il trouve et que c'est normal que l'Union africaine et la CEDEAO s'allient souvent sur les décisions ou les prises de position de l'Union européenne. Et je pense, pour aller plus loin, que ces gens-là, que ce soit l'Union européenne, que ce soit nos institutions africaines, ont une mémoire rectiligne. C'est-à-dire n'arrive pas à analyser réellement les causes culturelles, historiques des événements, des crises que vit l'humanité. Ça veut dire simplement que nous n'avons pas une vision vers l'avenir futuriste de ce que l'Afrique doit devenir. Pourquoi? Je voulais d'abord faire un clin d'œil aux ressortissants africains en Ukraine. Et ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu est quand même le visage et explicatif de ce que Poutine est en train de dire, le président russe est en train de dire de l'Ukraine, qu'il veut dénazifier. Comment vous pouvez comprendre? Je les comprends, un Européen qui veut choisir, leurs ressortissants à la place des Africains. Et vous avez bien vu sur l'image où il y a eu une mère avec son enfant que la police ukrainienne a obligé à céder sa place à un autre. Ça veut dire que ça apprend à l'Afrique pour dire qu'il n'y a que l'Africain qui puisse faire développer l'Afrique et pas autre personne. Alors par rapport à ça, que voulez-vous que l'Union européenne, tous les pays qui constituent l'Union européenne et eux sont dépendants de l'Occident. Et d'ailleurs, l'Union africaine. L'Union africaine, sont dépendants de l'Occident. Et d'ailleurs, nous sommes des Occidents. Je discutais avec un ami européen la dernière fois, il dit, mais vous, Africains aussi, vous êtes des Occidents.
nous pensons la même chose, nous pensons ici. Et donc, pendant longtemps, vous savez que vous panafricanistes, vous pensez sérieusement que l'Union africaine, la CEDEAO, tout cet ensemble est occidentalisé? Absolument, totalement occidentalisé. Parce qu'il ne faut jamais dire, aller contre ce que papa dit. Et c'est ça, réellement. Et c'est la même chose que je reproche à l'Union européenne par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire l'Union européenne se couche devant le papa États-Unis. L'Union européenne préfère se protéger sous le parapluie états-unien, alors que ce parapluie est en train d'être troué maintenant. Et la présidente Trump a montré clairement les choses, a mis en vue les choses. Et donc, l'Afrique vise, enfin, je ne dis pas l'Afrique, les dirigeants visent leurs intérêts. Et il y a deux opinions. Il y a l'opinion, la position des officiels africains et la position au sein de l'opinion publique africaine, qui n'est pas du tout celle alignée derrière leurs dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il y a l'ultra-communication et les jeunes sont ouverts vers l'extérieur, ils lisent l'histoire, ils savent ce qui s'est passé et ils savent ce qui se passe aujourd'hui et ils ont une vision de leur monde. Ils ont une vision de l'Afrique aujourd'hui. Avant de parler justement de cette jeunesse, vous parliez tout à l'heure d'un communiqué laconique. Ces deux ensembles auraient pu mieux faire, c'est cela? Et quoi exactement? Je pense que je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas être alignés. Ces institutions auraient pu prendre une position non alignée. Terminé. Ça ne nous regarde pas. Comment ça? Ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe historiquement, en Russie, historiquement, cela ne nous regarde pas. Parce que cette guerre est hybride. Cette guerre, Poutine l'a très bien dit, c'est d'abord culturel pour des raisons historiques, culturelles et politiques. C'est très important. Qu'est-ce que cela va changer au niveau de l'Afrique? L'Afrique n'a qu'à faire observer dans sa position de non-Afrique pour tirer plutôt des intérêts de cette crise. Oui, pour tirer plutôt des intérêts stratégiques qui propulsent l'Afrique vers l'avant. Parce qu'il faut savoir se positionner. Et le monde est fait de rapports de force. À partir de ce moment, si vous ne vous positionnez pas bien, parce que vous faites une analyse baroque, vous allez mal choisir. Et c'est ça ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le monde, je vous ai dit plusieurs fois que les armes vont sortir. Vous vous souvenez, les armes vont sortir davantage parce que les rapports de force vont exploser. Parce qu'il y a des frustrations, des tensions, des aspirations qui étaient latentes depuis. Et ça ne peut que se régir aujourd'hui avec la violence, ce que nous voyons aujourd'hui. Et partout, les armes vont sortir pour remettre les choses en place. Vous savez que de l'autre côté, nous, de ce mondialisme dont on veut nous imposer, nous parlait d'un nouvel ordre mondial. On y est? Mais on y est. Mais c'est l'inverse maintenant. La tendance a changé. La tendance a changé. Oui. Elle va dans quel sens? En entendant d'y répondre, je ne vais pas oublier la question. Vous dites que cette guerre ne concerne pas l'Afrique. Avec ce qu'on suit en termes d'information, les retours qui se font aujourd'hui, si un État devrait décider d'envoyer, comme ce fut le cas jadis, ses hommes armés sur ce terrain de guerre, un État africain, que lui conseilleriez-vous? Non, aucun État ne ferait n'oserait ça, puisque même l'Europe, les États-Unis ne l'ont pas fait. C'est ça. Même les pays frontaliers à l'Ukraine ne l'ont pas fait. Et même les armes qui sont promis aux résistants ukrainiens ne parviennent pas et ne parviendront pas à temps. Ça, c'est clair. Ça, c'est la stratégie de la Russie. Je voudrais simplement préciser que l'Afrique, normalement, devait se voir à travers la Russie. Se voir à travers la Russie. Moi, je veux que nous fassions comme la Russie. Pourquoi? Historiquement... Qu'est-ce que ça signifie, faire comme la Russie? Faire comme la Russie. Bombarder les voisins? Non, pas du tout. Historiquement, vous savez que la Russie était par terre, humiliée. Et en 2000 encore, des gens mouraient de faim en Russie. Les salaires n'étaient pas payés. Les retraités traînaient dans les rues en 2000, je vous assure. Et c'est dans ce contexte-là que Poutine est venu prendre le pouvoir. Ça veut dire en 20 ans, voilà le niveau auquel il a propulsé la Russie. On peut faire la même chose. Qui a les matières premières, s'il vous plaît? C'est nous. Et quand Poutine est arrivé, il dit, vos aides et tout ce que vous voulez là, je n'en veux plus. Terminé. Et alors, je développe avec les moyens dont je dispose. L'Afrique peut faire pareil. Comment vous pouvez comprendre? Quand l'Occident nous vend des armes, qui fixent le prix? Ou la technologie? C'est eux qui fixent le prix. Ce sont eux les vendeurs. Mais quand nous vendons notre matière première, ce sont eux qui nous fixent le prix. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voulez me dire que ces gens-là réfléchissent vraiment? Quand vous êtes chef de famille et que vous produisez, c'est l'acheteur qui va vous fixer le prix.
Et si vous ne faites pas, ils sèment le bazar dans votre pays. Or, si nous nous unissons, on peut faire barrière à ces injonctions, à ces incursions impérialistes et colonisatrices de l'Occident. Pour maintenant développer, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut être producteur de pétrole et que je puisse acheter ma chemise qui soit fabriquée en Europe. Ça vous semble cohérent chez vous? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que nous produisions? Rien. Vous savez que l'Égypte dépend exclusivement en matière de blé de la Russie. Alors maintenant que c'est en train d'être, les voies de transmission sont en train d'être fermées, il n'y a pas de producteurs en Afrique. S'il n'y en a pas, commençons par produire et vendons à l'Égypte. Ou que l'Égypte reprenne en charge pour commencer par fabriquer cela. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que l'Afrique devait pouvoir réfléchir. Et cette question de l'Union africaine, CEDEAO, moi, je pense que les États sont indépendants, souverains et doivent se foutre pas mal de cette disposition et que chaque État se prenne en charge. Moi, je suis souverainiste, vous savez. Donc, que chaque État se prenne en charge. Quels sont les intérêts pour mon pays par rapport à ce qui se passe? Lorsque les puissances se battent entre elles, les moins puissants cherchent à tirer le profit. Les États-Unis l'ont fait durant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre, la Deuxième Guerre. C'est ça. C'est ce que l'Afrique devrait faire. C'est ça la position stratégique que l'Afrique devait faire et non s'aligner au vu de ses intérêts immédiats financiers. Parce que vous savez, la majorité des pays dépendent financièrement de l'Occident. Alors, si vous prenez une position qui va à l'encontre de la position de l'Occident, on peut vous visser, comme l'avait dit Mathieu Kérékou. Alors, ce que votre vis-à-vis vient de sortir, à savoir que la plupart de ces États africains dépendent de l'Occident et donc, par conséquent, on s'allie pour ne pas se faire taper dessus. Le paradoxe vient de ce que, lorsqu'il a été question de cette résolution à l'ONU contre la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte, paradoxalement, que les États pris individuellement ont adopté une position, pour certains, surprenante, c'est-à-dire l'abstention. La surprise vient par exemple du Sénégal, qui est aujourd'hui porteuse de la présidence tournante de l'Union africaine, Macky Sall. Et l'Union africaine a demandé à ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respectée. Au niveau de l'ONU, on donne l'occasion à ces États maintenant de s'affirmer. On constate l'abstention du Sénégal. Comment ça s'explique? Je ne sais pas si je dois vous répondre d'abord ou évoquer certains points. S'il y a des points qui vous semblent essentiels, allez-y, on reviendra là-dessus. Vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai dit avec prudence que j'ai eu l'impression que l'Union européenne et la CEDEAO se sont alliés derrière la position de l'Union européenne par principe. J'ai l'impression, je pourrais me tromper. Il y a un argument de taille, un élément politique, un facteur politique de taille qui m'amène à faire un raisonnement à contrario pour pouvoir démontrer ça. Le fils du président ougandais, il a eu à exprimer de manière claire qu'il soutient la position de la Russie. Oui. Et nous avons lu la position de l'Union européenne. Ils ont dit de manière claire qu'ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit et que ce qu'il a dit peut entraîner des conséquences graves pour l'État ougandais. Tout à fait. Alors la question est toute simple pour quelqu'un qui a fait jusqu'au CM2. Que représente la déclaration d'un sujet ougandais face au vote ou à la position politique exprimée par l'Ouganda? Ça ne représente rien. Mais pourtant, il a suffi de cette déclaration-là pour que l'Union européenne réagisse. Ça veut dire, ça nous laisse à tirer la conclusion selon laquelle l'Union européenne a donc intérêt à ce que les États d'Afrique s'alignent sur sa position. Et l'Union européenne aurait certainement travaillé à ça, mais ce n'est pas grave. On peut aller sur des faits beaucoup plus scientifiques. La position de l'Afrique par rapport au conflit armé russo-ukrainien. Est-ce que la position qui a été exprimée par l'Union africaine, elle a été suffisamment documentée? Et l'Afrique regorge de grands scientifiques. L'Afrique regorge de grandes universités. Et nos docteurs, nos professeurs, nos savants ne sont pas, en griffe, ne sont pas des imbéciles, c'est de grands sachants. On les a consultés. Bon, le processus, comment ça se fait? C'est important. Vous savez comment ça se passe? C'est important. Monsieur Obade, vous savez comment ça se passe habituellement? Non, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Vous ne savez pas comment ça se passe. Maintenant, pourquoi l'Afrique, à l'entame de cette crise, déjà même des semaines à l'avant,
à l'avance, pourquoi l'Afrique n'a pas exprimé sa position? Vous répondez, vous? Non, moi, je ne dirige pas l'Afrique. Pourquoi l'Afrique attend que tout le monde, qu'on commence, que les va-et-vient commence, ça s'est souvent et qu'elle passé se lève? ici, Non, ce n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle je crois que mon co-débatteur a raison de dire que l'Afrique... En fait, nous avons... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous évoquez là d'autres préoccupations. Bon, je vais répondre à votre question et revenir à mes préoccupations. Voilà des chefs. Quand vous prenez le président... Un instant. Voilà des chefs. Je reviens sur ma question avec précision. Voilà des chefs pris dans une enveloppe, pour ainsi dire, Union africaine. Il y a eu quelques... La décision, la position qui a été prise là. Quelle est la réunion, quelle est la séance des chefs d'État qui a consacré ça? Vous savez, se sont vus? Ils annoncent rapidement qu'ils se voient et puis comme ça s'est passé avec le Mali. Bon. Et c'est allé très rapidement. Je vais essayer d'interpréter ce qui s'est passé. Que ceux qui nous suivent, perçoivent encore la pertinence de la l'Union question. africaine... On les a vus, vous permettez, je reviens là-dessus. On les a vus tous ensemble, dans cet ensemble, dit il faut respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Oui, ils n'ont pas le choix. La résolution de l'ONU vient, il est question maintenant pour chaque État de pouvoir prendre position. C'est-à-dire, on leur donne l'occasion de confirmer ce qui a été dit ensemble. Et on constate que, eh bien, isolément, il y en a qui se sont abstenus. Dans le lot, le Sénégal... Il y en a qui ont enfoncé le clou. Il y en a qui ont... Oui, voilà. Et comment ça s'explique? Et quelle attitude on doit en faire? Première des choses, nous sommes sur le terrain du droit international. Et sur le terrain du droit international, ce n'est pas seulement le droit, c'est le droit et la puissance. C'est le droit et la puissance. Et ce qui marche avec la puissance, c'est la géopolitique, c'est la géoéconomie. Alors, nous avons des États africains, nous savons ce qu'ils sont et nous savons ce qu'ils valent sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Nous savons. Et ils sont regroupés, ils doivent pouvoir montrer qu'ils prennent posture pour le droit international. C'est clair. Maintenant, lorsqu'ils se retrouvent au sein de l'ONU, la résolution de l'ONU, c'est un acte juridique. C'est une occasion pour s'exprimer, c'est une occasion où il faut prendre position devant tout le monde. Moi, je crois que les États africains qui sont restés dans l'abstention, ils sont prudents. Ils sont prudents et en ce sens-là, je pense que le Sénégal a bien fait. Ah bon? Écoutez, ce n'est pas parce que le président Macky Sall, avec la casquette du président de l'Union européenne, de l'Union africaine, qui porte la voix de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'il a porté la voix de l'Afrique, et la voix de l'Afrique, c'est le respect in extenso du droit international, qui va se retrouver en situation de vote par rapport à son pays, dont il est le représentant légal et constitutionnel, et qui va s'aligner sur l'Union africaine. Macky Sall, président de l'Union africaine, est différent de Macky Sall, président du Sénégal. Alors, la position que le président Macky Sall a prise en tant que président de l'Union africaine, c'est la position de l'Union africaine. Peut-être que le président Macky Sall n'était pas très convaincu, peut-être qu'il ne fait pas partie de la tendance dominatrice de cette position exprimée par le président Macky Sall. C'est ça. Mais je prends en compte sa position devant les Nations Unies lors du vote. Il a voté abstention. Nous allons où? Où va le monde? Dites-nous. Où va le monde actuel? J'ai publié quelque chose que j'ai intitulé « La Russie nous conduit-elle vers une nouvelle bipolarisation du monde ?» Et vers la fin, j'ai répondu oui. Vous allez voir, la chute de l'URSS en 1990-1991, cette chute-là a commencé des années plus tôt. Et j'ai dit, et ce n'est pas le lieu de le démontrer, les gens savent qu'il y a eu des facteurs endogènes à l'Union soviétique, et il y a eu des facteurs exogènes venant fondamentalement de l'Occident. Parce que pendant cette guerre froide et pendant cet équilibre de terreur, cet équilibre que le professeur Rouleau appelle l'équilibre de terreur, quelqu'un devait éliminer quelqu'un. Pour parler comme un homme de la rue, il fallait qu'un bloc disparaisse. Et des facteurs ont été déployés, des actions ont été déployées pour que finalement l'URSS se disloque et que la Russie tombe. Il a rappelé les faits. Mais la Russie a pris le temps de se reconstruire ou de se reconstituer, on peut le dire, sur le plan économique. Et elle est en train de montrer qu'il y a un garçon là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 1991 jusqu'à maintenant, on a assisté à un monde, à ce que j'appellerais de l'unilatéralisme. C'est un monde dirigé par un seul bloc,
comme si la démocratie, les droits de l'homme, les libertés publiques sont respectées de manière égale partout. Comme si toutes les puissances publiques utilisent les valeurs prônées par la Charte des Nations Unies, que je viens de rappeler, utilisent ces valeurs-là partout. Ces valeurs-là sont utilisées parfois pour pouvoir, on s'en sert pour pouvoir faire invasion dans des États. Parfois, on fabrique cela et par la suite, on se sert de ça pour justifier l'état de nécessité qui demande qu'on puisse intervenir. Alors, l'intérêt pour les Africains... Nous allons vers une bipolarisation du monde. Et vers cette bipolarisation, une rebipolarisation du monde, vers cette bipolarisation du monde, à cette étape-là, quelle sera la position de l'Afrique? C'est la raison pour laquelle moi je fais partie de ceux qui pensent que l'Afrique, le chemin de l'Afrique n'est ni l'Occident, ni absolument l'Occident, ni absolument la Russie, mais l'Afrique doit chercher son chemin. Mais dans la recherche du chemin de l'Afrique, l'Afrique doit commencer d'abord par se faire amie à tout le monde en restant concentré sur ses intérêts. Ce qui donc devrait amener ces chefs d'État-là en masse à voter abstention lors de ce vote-là. C'est cela. Donc, okay. Parce que demain, ces chefs d'État qui ont voté abstention, ils savent très bien que demain, quelque chose se reconstruit autour de la Russie. L'Ukraine ira à la Russie. Oui, le bloc va se reconstituer et la Russie va se retrouver d'ici quelques années comme un bloc fort. Donc vous voyez déjà l'Ukraine revenir à la maison. Clair. Et de ce point de vue-là, il appartiendra à l'Afrique. L'Afrique ne va pas commettre l'erreur des années 60-70 qui consistera soit à aller vers la gauche, ou à aller vers la droite, à aller vers l'Occident, ou à aller vers la Russie. Ce n'est pas ça. L'Afrique doit chercher son chemin. C'est la raison pour laquelle nous allons nous demander quelles sont les réalités de l'Afrique. C'est déjà bon que à travers l'Union européenne et à travers l'Union africaine et la CEDEAO, que l'Afrique puisse exiger le respect du droit international. C'est bien. Mais je pense que les États africains, pris individuellement, ont beaucoup plus intérêt lorsqu'il s'agit d'exprimer le droit à rester dans une position nuancée. Okay. Maintenant, lorsqu'il s'agit de développer des actions politiques, tout ce qui se fait au plan politique ne se voit pas par tous. Ils pourront aller dans les différentes directions qu'ils auront voulu. Mais je voudrais dire, les États africains n'ont pas intérêt à minimiser la Russie. C'est ça. Merci bien. La question de l'abstention de ces États, c'est étonnant quand on voit la posture de certains. Votre vis-à-vis essaie d'illustrer un peu. Quel est votre regard? L'Afrique du Sud aussi, qui aura surpris de par sa position, est allée à l'abstention. Bon, moi, le vote ne m'étonne pas. Je voudrais quand même clarifier que l'Union africaine n'a pas pris position contre la Russie. Elle a dit qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et la CEDEAO de dire arrêtons l'évasion. Arrêtons l'invasion. Et par la suite, l'ONU leur donne, voilà, vous avez l'occasion maintenant d'exprimer ce que vous avez dit en groupe. Et ils disent, je m'abstiens. Vous trouvez ça normal? Oui, pour bien vous expliquer. Arrêtons l'invasion. Qui aime l'invasion? Je n'accepterai pas que le Bénin soit envahi. Et ça, c'est compris. Maintenant, vous dites, venez voter individuellement. Oui. Je ne suis pas pour l'invasion. Et vous dites, je m'abstiens. Non, le vote disait quoi? Le vote disait qu'il faut sanctionner la Russie dans son isolement. Et ils ne sont pas d'accord. Comme il a dit tout à l'heure, chacun avait ses intérêts. Je pense que ceux qui ont voté abstention ont bien réfléchi. Ils n'ont pas dit, s'ils sont d'accord, ils ont dit, je m'abstiens. Oui, c'est la position, ils doivent chacun eu ses intérêts. Le cas sénégalais est différent. Vous savez, l'opinion sénégalaise compte beaucoup, contrairement ici chez nous. L'opinion sénégalaise compte que vous appelez chez nous? Et est très proche de la Russie, de ce que fait la Russie aujourd'hui. Et Macky Sall aurait pris un risque politique à l'interne s'il affichait sa position contre ce qui se passe. Je ne suis pas partie prenante. Je vote abstention. Il est tranquille. Ça veut dire quoi? Dans son pays, il ne sera pas critiqué. Et de l'autre côté, il a une position médiane, ce qui arrange tout le monde. Il y a déjà qui disent que ça n'a pas été une réaction d'un garçon, qu'il faut s'affumer, qu'on sache. C'est vrai que les voix étaient divisées. Vous avez suivi un peu les réactions. Même si moi, aujourd'hui, j'étais chef de l'État, je ne peux que m'abstenir. Il faut, c'est la réelle politique. Maintenant, vous savez, par rapport à l'Afrique, cette guerre, c'est aussi une guerre idéologique. Ah, oui. Une guerre idéologique, et toute guerre aussi, sur ce plan-là, est aussi occulte.
C'est vrai, on ne va pas nous apprendre ça, on ne nous apprend pas ça dans les écoles, mais c'est aussi occulte à partir du moment où Poutine dit « je vais dénazifier ». Et il y a réellement une nazification de l'État actuel, la russe, qui est prouvée. Même l'Amnesty International l'a dit en 2014 et en 2015 par rapport au régiment Azov qui affiche des symboles nazis, clairement comme ça, et qui a produit, quand on parle de massacre, l'invasion, c'est ça que je voulais en venir. En fait, il y a invasion de quoi? Il n'y a pas invasion selon la Russie. Et selon ceux qui soutiennent la Russie, il n'y a pas invasion à partir du moment où il y a eu 15 000 morts, un massacre, un génocide au niveau du Donbass. 2 millions de réfugiés, de déplacés qui sont aujourd'hui accueillis par la Russie. Ça, personne ne parle. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'Occident a échoué. Cette guerre montre l'échec partant de l'Occident. Je reviens toujours vers l'Afrique, vous permettez. Oui, puisque les officiels africains parlent de négociations. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais pour l'Afrique, comme dit... Parce que les accords trouvés n'ont pas été respectés. Et personne ne parle de ça. Qui n'a pas respecté les accords? Au moment où les accords n'étaient pas respectés, où était l'ONU? Vous savez, Sarkozy a dit, l'ONU, c'est terminé. Quel est le destin de l'Afrique qui se joue à travers ce conflit? Pour revenir vers l'Afrique, M. Maître-Guérin. Je pense que le destin de l'Afrique, c'est de se positionner au bon moment et au bon endroit. C'est simplement ça. Cela s'appelle de la lucidité, cela s'appelle de la perspicacité, cela s'appelle de la réelle politique. Où sont nos intérêts aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut constater, c'est pourquoi je dis, ce qui se passe, enfin, quand nous prenons l'histoire contemporaine de la Russie, à partir de 2000, ça devrait pouvoir nous inspirer. Et ces chefs d'État vous disent, l'Occident a essayé de mettre en face deux paramètres, deux facteurs, c'est-à-dire la démocratie et l'autocratie. On traite Poutine d'autocrate. Combien de chefs d'État rêvent à régner comme Poutine? Ils sont tous pareils. Ils veulent bien. Mais comme il y a ces projecteurs occidentaux braqués sur eux, si certains votaient pour la Russie, on va les traiter de dictateurs, d'autocrates. Pour ça, et ils n'ont pas le choix que de dire non, nous ne sommes pas pour la Russie. Il y a ce facteur aussi. Et maintenant, l'Afrique, j'ai dit tout à l'heure que l'Afrique devait pouvoir tirer au maximum des intérêts parce que forcément, il y aura des plumes qui vont tomber. Et quand ces plumes vont tomber, puisque l'Afrique regorge en majorité les matières premières sur la planète, qu'est-ce qu'on en fait? Pendant 60 ans, au moins, si je me réfère à la période des indépendances, l'Afrique est à quel niveau aujourd'hui? Quand en 20 ans, Poutine a ramené dans le giron international, elle a imposé la Russie. Nous, on fait quoi? Depuis ça. Et Chirac a dit que nous pillons les biens africains. Nous pillons la richesse. Il a dit clairement, tout le monde a entendu. Que font nos dirigeants pour arrêter cette saignée? Que font nos dirigeants pour arrêter ce pillage de nos ressources naturelles? Ça veut dire que les gouvernants que nous avions à l'heure aujourd'hui participent, favorisent ce pillage de nos biens. C'est ça la réalité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Chirac qui l'a dit. Ça veut dire que tout ce que nous avions aujourd'hui, à partir du moment où, après 60 ans, après 30 ans de démocratie, parce que la Russie a fait l'expérience de cette démocratie occidentale-là pendant 10 ans. Et la Russie était, je l'ai dit tout à l'heure, était dans un état de délitement, même sociétal. Parce que, pour aller dans le sens de mon doyen, il parlait d'un monde unilatéral. On veut nous imposer le mondialisme, l'ultralibéralisme économique. Ça tue nos peuples. Regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. La cherté de la vie, la faim. On a livré la jeunesse, l'emploi de la jeunesse aux employeurs. C'est un scandale grave en Afrique. Et il faut qu'on en parle. Ce n'est pas le cas en Russie aujourd'hui. Poutine est très populaire au sein de la jeunesse russe. Serait-ce un clin d'œil aux États africains à s'orienter puisque nous parlons d'eux, on parle d'eux, oui, c'est pour savoir, c'est une orientation donnée. Je dis simplement, il faut faire le point. Qu'est-ce que l'Occident nous a apporté jusqu'à aujourd'hui? Vous pensez que les Africains ont choisi s'allier derrière l'Occident ou aller vers la Russie? L'Occident nous a apporté la traite négrière à laquelle la Russie n'a pas participé. L'Occident nous a apporté la colonisation à laquelle la Russie n'a pas apporté. L'Occident nous a apporté cette démocratie-là qui est en train de détruire nos valeurs culturelles et sociétales. La Russie ne l'a pas fait. C'est ça qu'il faut voir. Quelles sont nos valeurs? C'est une guerre culturelle aussi. C'est une guerre historique. C'est une guerre, il a dit, une guerre spirituelle. Où sont nos valeurs spirituelles? L'Afrique, c'est quand même spirituel. Nous sommes des croyants. Où sont? Vous avez parlé tout à l'heure de la consultation des scientifiques. Mais le gouvernement se fout pas mal de vous. Qui? Les gouvernants. Ils se foutent pas mal de vous. Ils n'ont pas besoin de vous. Parce qu'on ne veut pas prendre des décisions bien mûries. Les États peut-être pris individuellement, mais vous voulez dire que l'Union africaine n'a pas de consultants? Je vais prouver ce que je dis. À l'interne?
quand la crise sanitaire avait commencé, puisque c'est à elle que nous référons, Macron a réuni plusieurs fois le Conseil de défense. Quel pays africain a fait ça par rapport à la crise ukrainienne pour prendre une décision concertée, scientifique? Aucun. Dites-moi, si vous en connaissez, dites-moi. Aucun. Ça veut dire que les gouvernements sont restants, eux, et puis ils ont décidé qu'est-ce que nous allons dire pour ne pas fâcher notre papa. Et puis c'est terminé, ça s'arrête là. Et vous allez constater que la position de la France est aussi la même chose par rapport au Mali, au Burkina, en Guinée, est la même chose que la CEDEAO. C'est quand même ahurissant qu'on ne veuille pas écouter ce que veut le peuple. Qui peut mieux développer le Mali que les Maliens eux-mêmes? Alors pourquoi la CEDEAO doit s'ingérer, doit faire aller contre la souveraineté des nations? Je suis pour la souveraineté. Le Mali est un État, le Bénin est un État, les États individuels sont des États souverains. La CEDEAO n'a pas à s'ingérer. Pas du tout. C'est une leurre, c'est une chimère et ça ne marchera pas. Oui, les États, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, la réforme se positionne déjà. On doit réformer l'Union africaine, on doit réformer la CEDEAO. Mais la CEDEAO étant composée des États pris individuellement d'abord pour en arriver à ce regroupement, je reviens à ces États. Vous dites que la meilleure posture pour les États africains, c'est celle de chercher leur chemin. C'est de chercher leur chemin. Et ceux qui sont allés pour l'abstention ont bien fait. Oui, par rapport au vote. Mais il y a des États qui ont pris d'autres postures, qui, pour reprendre l'expression d'un autre chef d'État, qui ont osé. On prend par exemple le cas du Bénin. Oui, j'ai remarqué que le Bénin s'est exprimé. Vous savez, il y a deux manières de parler. La première manière, c'est de parler véritablement. Et la deuxième manière, c'est de parler par le silence. Et le Bénin a fait la diplomatie de la parole expressive. Oui. Et c'est bien. Ça montre que le Bénin, sur le plan international, se positionne de manière claire. Ça montre que le Bénin est en train de lancer un signal et aux autres États du monde pour dire qu'il est peut-être, du point de vue superficie, il est peut-être petit, mais en plus de sa démocratie, qu'il ose parler dans le Conseil des grands. Cela veut dire également que le Bénin est un État qui fait de la promotion et du respect du droit en général et son cheval de bataille. Et si le Bénin a voté, et par son vote, a montré que la position, l'occupation ou l'invasion ou l'agression de l'Ukraine par la Russie est la violation du droit international et donc du droit tout court par la Russie, c'est que le Bénin reconnaît en même temps et lance un signal fort à la communauté internationale qu'en son sein, le droit est respecté et le droit est promu. C'est une très bonne position. Bon, maintenant, sur le plan diplomatique et politique, quel signal cela lance-t-il? Oui. Je crois que cela nous donne l'impression que le Bénin se positionne, montre qu'il se positionne, qui se rapproche beaucoup des États qui font du marché, qui font du libéralisme économique une préoccupation essentielle, qui font de la démocratie une préoccupation essentielle. Ça montre que les partenariats que le Bénin entretient avec les États du monde sont des partenariats beaucoup plus proches du monde occidental. C'est ce que cela veut dire. Bon. Mais je voudrais tirer de cela une conséquence. La conséquence, c'est qu'en votant, en prenant cette posture-là, avec tous ces avantages et toutes ces garanties, c'est qu'en même temps, à contrario, le Bénin semble faire dos à la Russie. Et là, je crois que... S'il y a un mal à ça. Non, il n'y a pas... ontologiquement, il n'y a pas de mal, mais sur le plan géopolitique et sur le plan stratégique, on peut analyser. Le Bénin est un État en pleine réforme. En pleine réforme, le régime en place est en train de poser des balises pour un développement durable, un développement très lointain. De ce point de vue-là, je pense que le Bénin doit être ouvert au monde. Et si le Bénin doit être ouvert au monde, le Bénin ne serait fait dos à la Russie. Évidemment, pas ce vote à lui seul ne signifie pas que le Bénin aurait fait dos à la Russie, mais quelle interprétation la Russie ferait de cela? Il me semble que si le Bénin était resté dans la posture d'abstention, cela pourrait cajoler ou donner l'impression à la Russie
qu'on est quand même ensemble ou qu'on n'est pas ensemble. En tout cas, on n'aurait pas des éléments sûrs, qu'on ne regarde pas dans la même direction en matière de respect du droit. Bon, maintenant, quand on vient même au niveau du respect du droit, chacun, en théorie, hein, que ce soit vous, moi, au niveau des États aussi, observez bien, hein, vous allez voir que chaque État a sa dose de respect et d'irrespect du droit. Parfois, on se trompe et on ne respecte pas le droit. Parfois, on choisit, on ne respecte pas le droit. Quand vous prenez, par exemple, considérez, par exemple, le rapport entre l'Occident et les pays comme l'Irak, les pays comme la Libye, l'intervention de la communauté internationale en Libye, par exemple, sous Muammar Kadhafi. Vous êtes, quand vous rapprochez cela de l'intervention ou de l'agression de l'Ukraine par la Russie, comment vous analysez ça? En un moment donné, on pourrait parler de la violation du droit. En d'autres occasions, on pourrait parler de l'intervention à but humanitaire. Tout est relatif. Et le plus important, là, c'est de tenir compte, au-delà du droit, en plus du droit, de tenir compte des données réelles, de tenir compte de la puissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie est en marche. Moi, je ne suis pas russe. Je ne suis pas conseiller juridique du président russe non plus. Mais je dis, lorsque vous utilisez du droit pour parler aux gens et qu'il y a échec des négociations, vous faites discours, les gens ne vous comprennent pas, rencontre internationale, les gens ne tiennent pas compte de ce que vous dites. Bon, on a compris, cher garçon, on a compris, il n'y a pas de problème, mais les gens avancent. Vous êtes bien obligé de taper du poing sur la table. Et c'est ce qu'on vit, on le vit dans chacun des États africains. Lorsque, par exemple, l'État dit, mais vous n'avancez pas, respectez les lois de la République. Lorsqu'on dit, mais la Constitution ou la loi, elle dit ceci, vous devez la respecter. Quand vous ne la respectez pas, quand le président ou le pouvoir en place est à bout de souffle, on vous jette les forces de l'ordre. C'est de la même manière, mais sur le plan international, il n'y a pas de force de l'ordre. Chacun constitue sa force de l'ordre. On revient sur la même question, oui, M. Melguerin. La posture du Bénin, beaucoup d'abstention, mais il y a d'autres États qui ont pris d'autres postures. Parlant du Bénin, un vote contraire m'aurait surpris. Là, je ne suis pas surpris. Simplement parce que... les réformes? Non, pas du tout. D'abord, je voudrais exprimer mon désaccord avec mon doyen qui me parle que le gouvernement actuel a comme préoccupation la démocratie. C'est faux. Je suis désolé. Et pour lui, il a fait une lecture. Et pour lui, oui, je dis mon avis. Okay. Et pour ce gouvernement, et pour les gouvernements que nous avons vus successivement, parce que cette démocratie-là, ce n'est pas ce que veut le peuple, c'est ce que vous avez dit. Démocratie, c'est respecter la volonté populaire. Et lorsque vous voyez aujourd'hui au sein de l'opinion publique béninoise, je crois qu'il y a une forte propension vers la Russie. Ça, c'est une évidence, c'est clair. Maintenant, sur le plan économique, idéologique, le gouvernement est dans sa logique, étant un pouvoir ultralibéraliste, c'est normal. Étant aligné derrière les idéologies bien pensantes venant de l'État profond occidental. Et je vous ai évoqué tout à l'heure tout ce qui entoure cette guerre qui est hybride. Je comprends parfaitement qu'ils aillent de ce côté-là pour les intérêts immédiats et dont ils jugent nécessaires. Cela ne me gêne pas et ils sont libres. Le Bénin est un État souverain qui a le droit de faire son vote. Maintenant, sur le plan philosophique, moi, je suis totalement en désaccord avec cet alignement-là et pense, comme M. Justinien, que le monde est en train de changer. Et le monde est en train de changer. Les vieilles casseroles seront bannies, les vieilles casseroles seront abandonnées pour de nouvelles casseroles. Et aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous pensez que ce soit les États-Unis ou l'Europe ne sont pas militairement intervenus dans ce conflit-là, parce qu'ils savent que c'est plié, parce qu'ils savent que, qu'on le dise, veuille ou non, cette Russie-là a raison et est en train de redimensionner un nouvel ordre mondial. Et longtemps, je vous ai parlé de ce processus de transmutation que vit aujourd'hui notre planète, et sur le plan spirituel et sur le plan politique aussi, parce qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants, de gouvernants africains d'abord, puisqu'on parle de l'Afrique, qui est en train d'être émergé, d'être préparé pour contrebalancer. Pourquoi vous voulez les voir? Je vous ai dit que tout pouvoir dans le monde a d'abord quelque chose de spirituel, d'occulte. Donc vous n'allez pas les voir, mais c'est en cours. Ça prend dans certains pays déjà, mais c'est inévitable cette marche-là. Ça veut dire quoi? Mais vous voyez un pays comme le Mali, ça vient. Un militaire au pouvoir? Mais ça gêne qui? Ça gêne qui?
Aujourd'hui, toute la droite française ne fait que le lieu du général de Gaulle. Restons au Mali. Historiquement. Vous avez vu, les Maliens veulent le retour des civils au pouvoir. Si vous voulez vous m'inviter pour un débat par rapport au Mali, aux militaires au pouvoir, je vais vous dire, parce que je vous avais averti que ça va venir. Et ça va venir encore. On aura d'autres militaires au pouvoir. Absolument, ça viendra. Ça viendra. J'étais sur un plateau une semaine avant le putsch burkinabé. Je l'ai annoncé, c'est arrivé. En 2019, je l'ai dit, c'est arrivé. Ça va arriver. C'est inévitable. Et c'est là où je parle. C'est là où je dis, ces États ne consultent personne. Vous savez, Macky Sall, qu'on le veuille ou non... Non, ça fait juste. Il consulte l'Assemblée qui attendez, a les mains... Attendez, je vais vous dire. Même s'il consulte l'Assemblée, le Bénin aurait pu faire pareil, même si on n'a pas une assemblée qui reflète vraiment l'opinion publique béninoise. Le gouvernement aurait pu se référer. Si nous allons, il savait qu'on allait au vote. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se produire d'un parapluie légitime? C'est quand même la moindre chose. Macky Sall, qu'on l'aime ou pas, il consulte souvent ces marabouts. Vous savez, enfin, quand on dit marabout, ce n'est pas péjoratif. Hein? Les dignitaires traditionnels sénégalais, c'est eux qui ont apaisé la crise Sonko en son temps. C'est eux qui ont apaisé. Il les a consultés et on lui a dit, si tu continues cette voie, tu nous mènes droit dans le décor. Et il s'est rebiffé et il y a eu le calme. C'est ça qu'il faut faire. Vous ne consultez ni les scientifiques, ni les spirituels, ni personne. Or, ils sont tous spirituels et même dans des dimensions méphistiques. C'est ça la réalité. Ils le sont tous. Je parle de façon générale, nos dirigeants. Mais on nous montre dans les écoles ou devant la caméra que le spirituel ne s'invite pas et que c'est tant. Mais c'est très faux. Puisque, à justice, vous savez qu'ils nous disent tous le pouvoir est divin. Alors si le pouvoir est divin, quelle est la place de Dieu dans ça? Personne n'en parle. Et c'est ça qui nous a conduit dans le délitement que nous vivons aujourd'hui. Et c'est normal que si nous avions un créateur, il puisse reprendre les choses en main. Absolument. Et ça ne se fera que par les hommes, à travers les hommes et pour les hommes, parce qu'il faut résolument que nous allions vers un nouveau paradigme. Le monde ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'il essaie d'expliquer, je le comprends. Vous savez... Vous le comprenez. Oui, mais est-ce que vous épousez... Permettez-moi d'avancer. Okay. On veut juste vous comprendre. Dans les années 90, nous avons épousé la démocratie comme voie, comme panacée de reconstruction des nations africaines, fondamentalement le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout ça, Mali. On a environ 30 ans après, là. Il semble que le peuple se fatigue de cette démocratie qui n'est qu'une démocratie de façade selon lui. Parce qu'il faut lire le peuple. C'est le peuple, hein. Il faut lire le peuple. Il semble que le peuple... Monsieur, ce n'est pas pour vous interrompre, mais ce qu'on constate plutôt quand on écoute bien ce peuple, c'est la question de la gouvernance des gens qui ont les rênes du pays. Mais justement, la gouvernance est un pan, justement, de la démocratie. C'est-à-dire... Est-ce que le problème, c'est la démocratie ou c'est les hommes? Que ce soit la gouvernance des élections, que ce soit la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale dans l'encadre de la démocratie, il me semble que les dirigeants ne nous prennent pas parti. Nous disons ce que nous constatons. On est dans la recherche un tout petit peu. Je ne suis pas un grand chercheur, je suis dedans un tout petit peu. Guérir à ces sources d'informations. Il semble que les peuples africains commencent par être fatigués de cette démocratie qui ne leur donne pas du pain et de la paix. Et ils l'expriment. Et quand ces peuples-là l'expriment, il semble que les hommes politiques, les acteurs politiques africains n'écoutent pas. Et ce sont plutôt les militaires qui écoutent. Cela permet de comprendre ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et je souhaite que les dirigeants africains comprennent, tout au moins à partir de ces trois cas-là, pour que les nouveaux changements ou les nouvelles réformes, les nouvelles transformations puissent venir du couloir politique, du couloir des hommes politiques, des institutions politiques, plutôt que du couloir des militaires. Pour revenir à notre débat, le silence là que traduit l'abstention des 35 États africains là, c'est un silence multidimensionnel. Okay. Il y a certains qui ont fait une abstention
je ne me décide pas. Je ne sais dans quelle direction aller. Il y a d'autres là qui ont fait un silence trompeur. Il y en a, quand vous prenez, il y en a qui ont dit, bon, même si je vote abstention, les gens vont savoir, la Russie même va savoir que je suis proche d'elle. Par exemple, oui, quand vous prenez par exemple le Mali et la Centrafrique, vous êtes sûr que le Mali et la Centrafrique, là, leur abstention, là, c'est une vraie abstention? Alors qu'on sait de manière claire la position de la Russie au Mali, sa présence au Mali, ses actions au Mali et en Centrafrique, actions bénéfiques pour le Mali et pour la Centrafrique. Et puis, vous avez fait vos recherches. Je peux aller ce même. sont vos recherches, vous dites que ce sont des actions bénéfiques. C'est les faits. Je peux aller même loin. Je peux aller même loin. Mais monsieur, vous répondez pas à ma question. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Il me semble même que le Mali, là, c'est l'Ukraine africaine. Analysez bien, oui. C'est l'Ukraine africaine, mais avec une guerre froide. Ah bon. Oui. Non, l'Ukraine africaine, comment? Je vais vous expliquer. Vous avez vu, en Ukraine, là, c'est le tableau de théâtre. Et ça y est, des affrontements entre la Russie et l'Occident. Le Mali, c'est également le tableau des affrontements entre la Russie et l'Occident. Sauf que ici, on ne parle pas d'OTAN, on ne parle pas des États-Unis, mais ce n'est pas impossible non plus. Alors, il faut que les États africains y prennent exemple sur le Mali. Vous avez vu la démarche du Mali? Tout le monde sait que le Mali est avec la Russie. Mais le Mali a voté abstention. Et dans son abstention, on a compris que c'est un silence qui parle et qui est proche de la Russie. La Centrafrique aussi. Mais il y a d'autres là qui sont des États peureux, qui préfèrent, ils ont déjà vu l'Occident. Et ils savent jusqu'à quel point l'Occident leur fait pression ou leur fait mal. Bon, ils ne savent pas si le mal qui viendra de l'autre côté sera pire. Donc, ils préfèrent se contenter de ce mal-là en attendant. Ce n'est pas une bonne position. En définitive, les États africains doivent comprendre qu'ils ont deux grands objectifs. Et ils ont deux grandes démarches pour pouvoir tirer profit de ce qui se prépare. La première, c'est la bonne gouvernance. Les États africains doivent aller vers la bonne gouvernance. Une gouvernance qui favorise, qui soit utile à la population. La question d'emploi, question d'entreprise, ces jeunes-là qui ne font rien là, qu'on revoie leur système éducatif. Et que ce système éducatif-là amène les jeunes à créer des entreprises. Qu'on les envoie dans des écoles russes, dans des écoles chinoises, japonaises, pour aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Ça, c'est le... Tout de suite, là, les écoles françaises, il faut oublier. Je vous ai dit que l'Afrique est en construction et l'Afrique doit être ouverte. Okay. La deuxième... L'Afrique doit faire dos à l'Occident. Bon, encore qu'on peut évaluer ce qui a été obtenu de l'Occident jusque-là. Des gens l'évaluent. Des têtes bien pensantes l'évaluent. Deuxième enjeu, qui est très important pour l'Afrique pour tirer profit de ce qui se prépare, c'est les États-Unis d'Afrique. Mais malheureusement, il faut aller à un regroupement. Il faut aller à très rapidement. Nous allons droit à la bipolarisation du monde. Mais la bipolarisation du monde va permettre à l'Afrique de voir l'Occident freiner un peu ses élans paternalistes et autres, la patrimoniaux vis-à-vis de l'Afrique. Un peu. Il faut que l'Afrique elle-même fasse un travail. Parce que si l'Afrique reste là à regarder comme spectateur, cette fois-ci non joyeux mais malheureux, parce que ce qui se passe là-bas, si l'Afrique ne se positionne pas, le vent va se transformer, ce vent froid va se transformer en un vent chaud pour l'Afrique, et l'Afrique va en pâtir. Il faut que l'Afrique constitue le troisième pôle. Et que l'Amérique latine, nous n'en discutons pas, puisse également constituer le quatrième pôle. Alors, et nous allons nous retrouver à une tripolarisation du monde ou à une quadrupolarisation du monde, ce qui assurera un multilatéralisme intégral et permettra à l'Afrique de faire des choix conséquents. Imaginez l'Afrique en face de trois pôles. L'Afrique en face de trois pôles, l'Afrique va choisir et va faire de bons choix. Mais l'Afrique en face d'un seul pôle, unilatéralisme, l'Afrique ne voit que l'Occident, l'Afrique peut se tromper. Ok. Monsieur Melguerin, inéluctablement, la marche est irréversible. Et l'Afrique pourrait constituer aussi un pôle. Oui, absolument un pôle. Et nous devions, comme je le dis, tirer profit de ce que je parle. Vous savez, nous, on a l'avantage de voir aussi toutes les analyses politiques qu'on peut faire de façon subtile. C'est-à-dire avec un autre œil, ce qui nous permet de transcender toutes les considérations idéologiques. C'est-à-dire que je suis d'ailleurs heureux de constater que mon doyen est un affranchi
de l'idéologie bien pensante qui pensent que, et c'est ça que je voudrais appeler les jeunes africains, qu'il y a un discours avec des idées nobles, la démocratie, les droits de l'homme, le vivre ensemble et tout le reste, c'est du pipeau. Ceux qui le disent ne les respectent pas du tout. Donc, il faut revenir à l'Afrique. Qu'est-ce qui nous convient? Et moi, je dis l'exemple de la Russie, l'exemple de la Chine. Quand vous parlez de l'éducation, vous savez que depuis longtemps, la Chine envoyait des étudiants en Europe pour aller les espionner dans les grandes écoles, comme des espions, mais ils vont comme des étudiants. C'est de cette manière que le Pakistan a eu sa bombe atomique. Il faut que nous commencions par développer aussi ces principes-là pour aller copier un peu toutes les inventions scientifiques des autres et venons faire ça ici. Vous savez, comment on peut comprendre que le Nigeria, grand producteur du pétrole, à l'heure où je parle, c'est en cours, heureusement que quelqu'un ici est en train de le faire, n'a pas de raffinerie. Est-ce que ça a ce sens, selon vous, avec cette puissance-là? Combien d'industries avons-nous ici? Comment on peut développer? Et ils viennent nous dire développement. Ça dit que ça n'a pas de sens. C'est là où il faut aller vers la scolarisation massive pour permettre aux jeunes d'écouter, de comprendre les mensonges que viennent nous dire nos politiciens. Je dis bien politiciens. Comment vous pouvez aller au développement? Prenez leur programme, tous ceux qui sont passés depuis 30 ans ici au Bénin, par exemple. Si je prends le cas du Bénin, il y en a aussi partout en Afrique. Quand vous prenez, quelle est l'industrialisation que nous avions, quelle politique d'industrialisation nous avons faite depuis 30 ans? Aucune. Mais vous ne pouvez pas construire une nation comme ça. Lorsque aujourd'hui, le Mali est ostracisé, le Mali est coupé du reste de la CEDEAO, si le Mali avait des industries, ce serait différent, comme la Russie, comme la Chine. C'est de ça que nous parlions. Donc il n'y a aucune politique de développement, en effet, que ces gens-là viennent nous vendre. Il faut exactement comme... Vous prenez pas même les grandes démocraties, comme la France, les États-Unis. Je vais vous donner juste un schéma. Un démocrate vient au pouvoir, il saccade tout ce que l'autre a fait. Comme Trump a fait pour Barack Obama. Biden vient, il balaie tout. Est-ce qu'on peut évoluer avec ça? On ne peut pas évoluer avec ça. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous faisons ici. Le gouvernement de la Russie est venu, on a balayé de côté, de revers de main, tout ce que l'ancien gouvernement a fait. L'ancien gouvernement aussi avait fait pour Kérékou, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment vous voulez qu'une nation se développe de cette manière-là? On ne peut pas évoluer. Donc je pense, à mon avis, que nous tenions compte de nos valeurs endogènes. Et nos valeurs sont quoi? La culture, le spirituel. L'Afrique est un continent spirituel. Même si nous l'avions galvaudé, même si nous avions fait comme l'Occident, mais l'Occident n'est pas bête. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un seul exemple. Et ça va être votre conclusion. Alain Bauer, qui intervient aujourd'hui, on le voit partout dans cette crise, a dit publiquement en novembre 2020 à la télévision que le programme de François Mitterrand en 1981 lui avait été écrit par le Grand Orient, une loge maçonnique. Mais, vous voyez, son programme, qu'il a exercé, avec ça, il a développé quand même la France. Que faisons-nous ici en Afrique? Rien. On est ouvert, extraverti vers l'Occident. Et c'est ça le problème. Tant que nous n'avons pas puisé, j'appelle la jeunesse à être éveillée, à écouter, à faire déjà ce qu'elle a commencé par faire. Et que, même si on va me taguer de Poutine, Poutine-phile, j'assume. Parce que je pense que c'est un patriote qui a rehaussé la Russie à un rang mondial. Et je pense que si nous avions des Poutine en Afrique, l'Afrique se portera mieux à coup sûr. Merci. Et vous, monsieur Rumpati? Non, on constate avec cette affaire en Ukraine, on constate que le monde n'est pas construit, ne se construit pas seulement avec le droit. Le monde se construit avec le droit international, mais se construit avec la puissance. Lorsque le droit international, on a vu que le droit international a été en impasse et Poutine a fait recours à la puissance. Les États-Unis aussi l'avaient fait par le passé, la France aussi l'avait fait dans d'autres circonstances. Il faut que l'Afrique comprenne qu'elle ne va pas se nourrir seulement du discours, qu'elle ne va pas se nourrir seulement de la démocratie, qu'elle ne va pas se nourrir seulement du droit. Il y a le droit, mais il y a la puissance. Et la puissance de l'Afrique doit se construire autour de son industrie, de son commerce, de son agriculture, de ses mines, de sa langue, de ses langues, de sa culture, de son histoire, de sa spiritualité. Et donc que l'Afrique soit elle-même, et non qu'elle cherche à copier un ou l'autre des blocs. Merci à vous, Dr Rumpati. Ce fut un plaisir aussi de vous avoir eu avec nous. Monsieur Melbir Guérin, et chez tous, merci pour l'attention et à très bientôt.
Afrique.